cette semaine, comme je disais, la prévoyance professionnelle. L'objectif, il est toujours le même. On est dans l'objectif d'optimiser la situation patrimoniale du dirigeant. Et pour rappel, puisque j'aime rappeler à chaque fois la finalité du conseil en gestion de patrimoine, le conseil en gestion de patrimoine consiste à faire l'analyse de la situation patrimoniale globale d'un client en prenant en compte ses objectifs, ses contraintes, utiliser ensuite l'ensemble des techniques et stratégies et solutions économiques, civiles, sociales et fiscales visant à optimiser cette situation patrimoniale. Voilà, donc l'acte 2, puisqu'on a traité l'acte 1, les 3 dernières sessions, la protection, l'acte 2, la protection du dirigeant et de sa famille. Très souvent, en matière de prévoyance, le dirigeant, on a fait du moins quelques constats depuis de nombreuses années, et très souvent le dirigeant, par son optimisme naturel, pense être invincible, à l'abri des problèmes et de santé, et je fais ça le complexe du Highlander. Sa propre prévoyance est généralement négligée, il est peu accompagné sur ce sujet. Ensuite, il est très difficile également de se retrouver dans le maquis des nombreuses offres du marché. Les conditions générales sont assez ardues à lire et chaque contrat est différent. Comment pouvoir le comparer objectivement? C'est pas simple. Et enfin, comment bien quantifier les besoins en la matière? Je vais tenter de vous donner une grille de lecture qualitative d'un contrat de prévoyance et essayer d'évoquer avec vous les pistes d'optimisation quantitative des garanties nécessaires. Donc, comment choisir son contrat et ses garanties. Les types de contrats seront évidemment différents en fonction du type de dirigeant à qui on a affaire, puisque vous pouvez être cadre et avoir une prévoyance cadre. Ça veut dire que nous sommes dans une société anonyme, une SAS ou une SARL en tant que gérant minoritaire ou égalitaire. Deux gérants à 50-50 seront tous les deux minoritaires et donc cadres. On peut trouver des prévoyances gérants majoritaires dans notamment les SARL gérance majoritaire, l'URL, les CELARL, mais également des prévoyances individuelles qui sont, je dirais, un peu plus réservées, entre guillemets, aux artisans, commerçants, professions libérales qui n'ont pas de personnalité morale souscriptrice de ces contrats. Un contrat de prévoyance cadre est un contrat collectif à adhésion obligatoire collective également, c'est-à-dire que si on a plusieurs cadres dans une entreprise, ils seront obligés tous d'être assurés sur ce contrat. Dans un contrat gérant majoritaire, on a également affaire à un contrat collectif dans la base de tarification. Par contre, l'adhésion est individuelle, c'est-à-dire que si on a un collège de gérance majoritaire avec 2, 3, X gérants majoritaires, ils ne seront pas tous obligés de souscrire et ils pourront même d'ailleurs souscrire des contrats différents. L'adhésion est individuelle. Par contre, évidemment, dans la prévoyance individuelle, les contrats sont individuels. Dans la prévoyance cadre, on va avoir une tarification qui va être collective, comme je l'ai dit, sur un âge moyen de l'effectif. Si on a un cadre qui a 30 ans et l'autre qui a 50 ans, la tarification, ce sera l'âge moyen, c'est-à-dire 40 ans. Il n'y a pas d'évolution tarifaire liée à l'âge. Il peut y avoir des évolutions qui sont liées à un facteur de sinistralité, mais pas liées à l'âge. La tarification, elle sera fonction de l'activité. Évidemment, une activité artisanale, industrielle sera peut-être plus chère qu'une activité de service. Les bases de garantie et des tarifs sont fonction du salaire brut. Tout est assis sur le salaire brut du cadre et avec l'obligation pour l'entreprise de cotiser au minimum 1,5% du salaire tranche A. Évidemment, on peut aller au-delà, mais c'est l'obligation légale de par la convention collective des cadres. Dans une prévoyance gérant majoritaire, la tarification, comme je l'ai dit tout à l'heure, est également collective, mais elle sera évidemment sur l'âge non pas moyen, mais sur l'âge
du dirigeant et également son activité du dirigeant qui sera bien sûr liée à l'activité de l'entreprise, mais on peut également trouver des fois des divergences entre l'entreprise et l'activité du dirigeant. Il n'y a pas non plus d'évolution liée à l'âge. La tarification sera également figée en matière d'âge. Encore une fois, il peut y avoir de l'évolution par rapport à une sinistralité, mais pas par rapport à l'âge. Là, ici, on a une individualisation de la garantie, donc il y aura prise en compte dans certains contrats si le dirigeant est fumeur ou non fumeur, évidemment, incidence négative, puisque le tarif sera plus important pour les fumeurs. La base de garantie et la base de tarif sera en pourcentage, cette fois-ci, non pas du salaire, puisqu'il n'y a pas de salaire, mais de la rémunération la plus proche du plafond Sécu, et on prendra comme base de référence le plafond de sécurité sociale, le plafond annuel, c'est-à-dire aujourd'hui 41 000 et des bouettes. Et en l'occurrence, si notre gérant majoritaire a une rémunération de 60 000 euros, et on prendra environ 1,5 fois le plafond annuel de Sécu. Pour la prévoyance individuelle, là, cette fois-ci, on est sur une tarification individuelle qui sera fonction de l'âge du dirigeant, de son activité, mais qui va également évoluer annuellement ou sur des périodes quinquennales tout au long de sa période d'activité, tout au long de ses cotisations. Évidemment, il y a une incidence fumeur et le montant des garanties n'est pas exprimé en pourcentage ici, mais exprimé en euros. On s'assure pour 200 euros par jour en incapacité, 200 000 euros, 500 000 euros, c'est de l'euro exclusivement. Il peut y avoir dans cette base de garantie une évolution programmée liée à un indice quel qu'il soit. Ça peut être le plafond Sécu, ça peut être le point GIR, des choses comme ça, ou ça peut être des garanties qui peuvent être également fixes. Et en l'occurrence, ça voudra dire qu'il faudra revoir régulièrement si il n'y a pas un déphasage entre les garanties initiales et les garanties atteintes au bout de 5-10 ans, par exemple. Pour bien choisir un contrat, il faut évidemment étudier ce qui est pas forcément toujours très simple, étudier les conditions générales et voir également, voir ce qu'il y a dedans, bien gratter pour pouvoir connaître les garanties. En règle générale, il y a au minimum une garantie d'essai, une garantie d'essai toute cause, c'est-à-dire quelle que soit la cause du décès, il y aura une garantie. Ce n'est pas une garantie simplement d'accident ou simplement maladie, c'est une garantie toute cause. Pour un cadre ou un gérant majoritaire, comme je disais tout à l'heure, la méthode de calcul sera en pourcentage soit du salaire brut ou du nombre de plafonds souscrits, entre 100% et jusqu'à aux alentours de 500%. On peut trouver des fois plus 600%, mais c'est beaucoup plus rare. Et ce pourcentage peut être fonction de la situation familiale. On peut trouver par exemple 200% si on est célibataire et ça peut être 300 si on est marié. Et à ça, on va s'ajouter des pourcentages éventuellement, pas toujours, pour les enfants à charge. Ça peut être par exemple, je disais 200% pour un célibataire, 300% pour un marié, plus 50, 60 ou 100% par enfant à charge jusqu'à X enfants. Donc évidemment, en fonction de la taille de la famille, dans un collège cadre ou dans un collège de gérance majoritaire, on aura des montants garantis différents en fonction de cette situation. Il y aura généralement une option pour paiement d'un capital supplémentaire si le décès survient par accident. Il peut y avoir aussi une option double effet au profit des enfants mineurs ou à charge, c'est-à-dire que en cas de décès de notre dirigeant, évidemment les capitaux seraient versés, mais en même temps le conjoint survivant pourrait être réassuré gratuitement, puisqu'il n'y aura plus de cotisation bien sûr après, gratuitement au profit de ses enfants mineurs ou enfants à charge. On peut trouver aussi une option, là c'est plus pour les TNS, une option capital d'essai payable en rente. Pourquoi surtout pour les TNS? Pour en fait, comme le capital est payé en rente, ça permet de rendre déductible la cotisation d'essai qui, elle, ne l'est pas généralement dans les prévoyances MADLAB. La partie incapacité temporaire est très souvent
la partie importante, la plus importante de la garantie de prévoyance. C'est garantir des indemnités journalières, alors soit en euros pour de l'individuel ou en pourcentage du salaire ou du plafond sécu, le nombre de plafonds sécu souscrits. Ces indemnités journalières peuvent être versées y compris le régime obligatoire ou en plus du régime obligatoire. Je m'explique. Je suis salarié, cadre, j'ai droit, si je suis en incapacité, à ce qu'on appelle les demi-journées sécurité sociale, bien que ça ne représente pas toujours les demi-journées, puisqu'elles sont assises sur une base de garantie assez limitée, qui représente à peu près 45 € maximum par jour d'incapacité. Et on va parler quand même des demi-journées sécurité sociale. Donc, je couvre mon salaire à 100%. Si mon salaire est de 6 000 €, 200 € par jour, je percevrai donc 200 € par jour, moins le régime obligatoire, c'est-à-dire moins les 45 €. En l'occurrence, l'assureur va me indemniser à hauteur de 155 € par jour. Ou ça peut être en plus du régime obligatoire, beaucoup plus souvent pour les régimes TNS, je peux demander à être couvert pour 200 € et quel que soit mon régime obligatoire, je percevrai les 200 €. Petite précision, tout dépendra si la garantie est sur un principe indemnitaire ou sur un principe forfaitaire. Je m'explique. Un principe forfaitaire, comme je disais juste au-dessus, je m'assure pour 200 € par jour, je percevrai de toute façon 200 € par jour, j'ai payé pour. C'est forfaitaire. Je peux aussi avoir choisi ou ne pas avoir choisi, mais avoir un contrat indemnitaire sans le savoir. Et effectivement, je souscris pour 200 € par jour, mais comme le contrat est indemnitaire, on va me demander de justifier de ma rémunération de 200 € par jour. Autrement dit, je vais devoir donner soit une fiche de paye, là, le principe sur un contrat de prévoyance cadre, il est toujours indemnitaire. Sur un contrat TNS, on va me demander, par exemple, mon revenu déclaré de l'année précédente et on va vérifier si mon revenu colle bien à ce que j'ai souscrit, à ce que je demande. Et si le revenu est inférieur à ma garantie, on va m'abaisser mes garanties à la hauteur de ma perte. Donc, on va indemniser à la hauteur de ce qui est de ma rémunération qui est perdue. On peut trouver aussi un mix des deux, ce qu'on appelle le semi-forfaitaire, c'est-à-dire que là, je vais avoir un forfait jusqu'à un certain niveau. Ça peut être par exemple un forfait jusqu'à un pass, jusqu'à un plafond de sécu. Je suis forfaitaire, c'est-à-dire que jusqu'à 3500 à peu près, 3500, 3400 €, je vais percevoir 100% sans avoir à justifier. Et si je veux percevoir au-delà, si j'ai pris une garantie pour 2 plafonds, le deuxième plafond, je vais devoir le justifier. On va trouver dans un contrat de prévoyance en incapacité des franchises qui peuvent être diverses et variées, notamment pour la maladie. Ça peut aller de 8 jours à 90 jours. En accident, ça peut aller de une journée à 90 jours également, en sachant que entre 8 jours et 90 jours pour la maladie, il peut y avoir un écart tarifaire qui peut être de 25-30%. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer 25 à 30% tout le temps pour avoir une garantie qui finalement est connue, chiffrée, quantifiable. Pourquoi ne pas être son propre assureur pour les 22 jours qui manquent jusqu'à 30 jours par exemple, ça coûtera un peu moins cher. Bon, si on a une couverture de je veux dire 100 € par jour, 3 000 €, 100 € par jour, ça fait 2 200 € ou 2 200 €. Mieux vaut les mettre de côté, peut-être, plutôt que de payer 25% de plus tout le temps. C'est un avis. Ensuite, l'hospitalisation. On va trouver également des franchises qui peuvent être variées entre, alors là, la variation est moins importante, mais ça peut être assez fin comme analyse. 24 heures à 3 jours. Entre 3 jours et 24 heures, ça peut pas faire grand-chose. C'est pas énorme, sauf que certains contrats vont faire
vous donnez une suppression de franchise maladie, auquel cas, dans ce cas-là, je passe 3 jours et je sors de là, je suis donc indemnisé, même si je suis en maladie, parce qu'on a supprimé la franchise. Mais on peut aussi trouver des contrats qui ne suppriment pas la franchise maladie, qui vous donnent juste une indemnité pour les jours d'hospitalisation. Ce qui veut dire que si je suis hospitalisé 2 jours et je rentre chez moi et je reste 29 jours, 28 jours chez moi, eh bien, je vais percevoir, parce que j'ai 24 heures de franchise, je vais percevoir 2 jours d'hospitalisation, je rentre chez moi, j'ai plus rien pendant encore 28 jours. Ça peut être problématique éventuellement. C'est pas gênant, mais il faut le savoir, il faut pouvoir le prévoir. On peut aussi trouver des contrats qui vont couvrir l'ambulatoire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. On rentre le matin, on sort le soir, il n'y a pas 24 heures, et de ce fait-là, il peut ne pas y avoir d'indemnisation du tout, sauf si le contrat prévoit que l'ambulatoire sera couvert au même titre que la garantie hospitalisation. En règle générale, l'indemnisation s'effectue en maximum pendant 1090 jours, 1095 jours, c'est-à-dire 3 ans. Au-delà, c'est l'invalidité qu'on verra tout à l'heure. Et il faut faire aussi attention dans la partie incapacité aux exclusions ou restrictions, parce que des fois, c'est pas des exclusions, c'est des restrictions, je vais m'expliquer après. Des exclusions, c'est-à-dire notamment pour les maladies psy et le dos, parce que c'est des maladies qui sont difficilement vérifiables. C'est vrai que, comment dire, un burn-out, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Alors, ne pas être couvert parce que l'assureur ne sait pas quantifier et préfère ou qualifier, il préfère ne pas garantir. Il vaut mieux le savoir à l'avance. Les problèmes de dos, c'est pareil. Entre les bobos et puis les plus gros problèmes, c'est difficile à apprécier. Et certains excluent complètement, d'autres vont faire des restrictions, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir en fonction de certaines justifications médicalement constatées, comme des radios, des choses comme ça, et puis d'autres vont couvrir sans aucun problème. Certains sports peuvent être également exclus, donc bien vérifier dans les conditions générales, et en général la liste des sports qui sont exclus. Certains considèrent que les arts martiaux sont des risques très importants et sont exclus complètement, ce qui est un petit peu embêtant parce que bon, il y a quand même beaucoup d'inscrits, peut-être pour ce moment évidemment, mais dans les clubs d'arts martiaux. Faire aussi attention, il y a certains contrats couvrent la reprise à temps partiel, hein, quand on est en mi-temps thérapeutique, on peut alors ou pas, hein, et non pas ou pas, on peut demander à continuer à être couvert parce que si on a une réduction de, de temps de travail, on peut aussi avoir une réduction de rémunération, donc ça peut être couvert ou pas en fonction de. Pour les professions libérales, il y a aussi une garantie qui peut jouer en matière d'incapacité, ce qu'on appelle la garantie relais, en attendant que le régime obligatoire prenne le relais, c'est le cas de le dire. Et en règle générale, c'est une garantie qui va couvrir du début de la franchise jusqu'à 90 jours, en plus du reste. Et après, le régime obligatoire profession libérale va prendre le relais. L'invalidité partielle ou totale sera appréciée de manière différente en fonction de si on est salarié ou si on est non salarié. Pour un cadre, évidemment, la référence c'est la sécurité sociale puisqu'il est salarié, et donc c'est le classement en première, deuxième ou troisième catégorie qui va déclencher l'indemnisation. Alors, tout en sachant que l'assureur ne prend pas forcément en compte ce que la Sécu va dire. On peut très bien trouver des fois des personnes qui sont classées en invalidité dans telle ou telle catégorie par la Sécu et qui ne seront pas classées dans la même catégorie par l'assureur. Je dirais en plus ou en moins. Hein. En général, c'est plutôt même en plus parce que la Sécu est quand même des fois un peu difficile. On a vu bien des fois où l'invalidité deuxième catégorie était accordée à un cadre alors que la Sécu avait classé en première catégorie. Bon,
Des fois, l'inverse est possible aussi, mais dans ce cas-là, on peut aussi faire jouer comment dire, la contre-expertise si on n'est pas d'accord avec une expertise médicale. L'indemnisation sera évidemment encore une fois en fonction du salaire ou du salaire exclusivement puisqu'on est en cadre, entre 50 et 100% maximum évidemment, et 100% du salaire net cette fois-ci, parce que même si la couverture peut aller jusqu'à 100% du brut, il est impossible pour un salarié de percevoir plus que son net lorsqu'il est en incapacité ou en invalidité. Pour le travailleur non salarié, qu'il soit gérant majoritaire ou entreprise individuelle, on va parler cette fois-ci non pas de catégorie, mais d'invalidité partielle. Et le paiement se déclenche en général à partir de 33%, des fois 16%, en général 16% pour les professions médicales, jusqu'à 66% d'invalidité, parce que au-delà de 66, on est sur l'invalidité totale. Dans la majorité des cas, le taux d'invalidité sera fonction d'un barème croisé entre l'invalidité fonctionnelle d'un côté, c'est-à-dire un barème droit commun, et l'invalidité professionnelle de l'autre. Et chaque barème est propre à chaque compagnie. Certains barèmes vont favoriser le professionnel et d'autres vont favoriser le fonctionnel, et le tableau à double entrée va générer un taux qui sera le taux d'invalidité pris en compte pour l'indemnisation. Le barème professionnel seul, unique, on peut le trouver également pour les professionnels de santé, en général chirurgiens, dentistes, ainsi de suite, parce que voilà, si on perd un pouce, c'est rien, c'est pas grand-chose dans le barème fonctionnel. Par contre, au niveau professionnel, si c'est la main droite ou gauche qu'on utilise, évidemment, c'est problématique puisqu'on ne pourra plus du tout travailler. La méthode de calcul une fois qu'on a le barème, la méthode d'indemnisation, je veux dire, du calcul de la rente, peut avoir trois possibilités pour un travailleur non salarié encore. On peut être sur le N66e, on va voir ce que ça veut dire après. On peut être sur le N-33 divisé par 33 ou être sur le N100e. Donc, je vous donne un petit exemple. Si on est sur un taux d'invalidité qui a été avec le double entrée qui a été déterminé à 35%, si je suis sur le N66e, on va faire 35 divisé par 66, je vais donc être indemnisé à 53%. Je vais percevoir 53% de la rente totale. Si mes garanties, les conditions générales déterminent une grille de calcul à N-33 sur 33, on va faire 35 moins 33 égale 2, divisé par 33, ça fait 6%. Donc là, cette fois-ci, évidemment, c'est moins intéressant. Ou on peut être également sur le N100e, donc N100e, 35 divisé par 100, évidemment, ça fait 100%. Dans cette troisième catégorie, je n'obtiendrai 100% de ma rente qu'avec 100% d'invalidité. Il faut déjà le faire. Vous l'avez vu, le barème, enfin la méthode la plus intéressante, c'est le N66e qui permet de donner déjà 50% à 33% et donner 100% à 66%. Donc en pourcentage, bien sûr, de la rente totale. Que va-t-on trouver encore dans les contrats de prévoyance? On peut trouver aussi des garanties de rente éducation. Ça va être le versement d'une rente par enfant en fonction de son âge. Ça peut être par exemple un premier cap à 10 ans, un deuxième de 10 à 18 ans et un troisième cap de 18 à 21 ans, ou voire même au-delà jusqu'à 25 ans s'il y a études. Et le montant versé peut être, encore une fois, en pourcentage du salaire, en pourcentage du plafond sécu, qui peut être donc de 5, 10, 15%, ou 10, 15, 20% en études, ou des montants en euros, si on est sur un contrat individuel. Parfois, ces montants peuvent être doublés si les enfants sont orphelins de père et de mère. Là encore, la tarification sera collective et identique, quel que soit le nombre d'enfants, intéressant pour les familles nombreuses, quand on est sur des contrats collectifs, gérant majoritaire et des cadres. Par contre, quand on est sur un contrat individuel,
chaque enfant comptera dans la tarification. La rente de conjoint, à nouveau, c'est permettre au conjoint de percevoir une rente qui peut être temporaire, et donc le temporaire, ça sera jusqu'à l'âge de retraite, ou jusqu'à l'âge où qu'aurait eu l'assuré à la retraite, c'est l'un ou l'autre, soit ça peut être une rente viagère, et là qui s'éteindrait au décès du conjoint. Il peut y avoir aussi un mix des deux, un petit morceau de rente temporaire et un autre morceau de rente viagère, ça dépend des contrats. Ces rentes sont également calculées à nouveau soit en pourcentage du salaire, en pourcentage du PAS ou en euros sur les contrats individuels. Maintenant, comment quantifier ces garanties? Quelle méthode peut-on avoir pour dire combien je vaux si je suis en vie, je le sais, si je suis décédé, je le sais moins. On peut prendre un exemple, ça peut être, on peut calculer par rapport à la perte en année de revenus sur 3, 5, 7 ans. Alors ça dépendra de la situation de famille. Évidemment, si le survivant a déjà une situation tout à fait raisonnable et enviable, je dirais, donc peut-être qu'on aura besoin de moins de couverture et peut-être que si il y a un déphasage entre les deux situations, on aura besoin peut-être d'un peu plus de nombre d'années de revenus, puis tout dépend aussi peut-être de l'âge. Plusieurs paramètres à prendre en considération. Il faudra prendre en considération aussi un coût, c'est-à-dire le droit de succession que le conjoint, même s'il n'y a plus de droit de succession entre conjoints, il ne faut pas oublier que lorsque le conjoint est usufruitier, les enfants étant nus propriétaires, eux ne sont pas exonérés. Et comme ils sont nus propriétaires et qu'ils ne perçoivent rien, en général, c'est le conjoint qui va payer pour la succession en lieu et place des enfants. Donc, prévoir ses droits. Par contre, à partir du moment où on fait des emprunts, on a souscrit des assurances emprunteurs. Donc, dans ce cas-là, ces prêts n'étant plus assurés, il y a peut-être au niveau du budget quelque chose à retirer pour faire quelques économies. Et puis aussi, comme on y aura moins de revenus, il y aura également moins d'impôts. Donc, à prendre en considération dans ces années de revenus à compléter. Il peut y avoir d'autres choses particulières. Chaque cas est un cas, évidemment. J'ai pris un petit exemple, l'exemple du cas de Monsieur Lumet. Monsieur Lumet qui est dirigeant, gérant majoritaire d'une société, qui a 40 ans. Il est marié, il a 3 enfants qui ont respectivement 17 et 3 ans. Il a une rémunération de 80 000 euros. Madame a une rémunération de 20 000 euros. Ils ont des prêts, des remboursements mensuels. Pour la résidence principale, 1 000 euros par mois. Un investissement locatif, un prêt avec un remboursement de 800 euros par mois. Et il a souscrit un plan d'épargne retraite sur lequel il verse 500 euros par mois. Calcul fait, les droits de succession pour les enfants du propriétaire seront aux alentours de 50 000 euros. Donc, je vous propose le petit calcul suivant. On va prendre le budget avant, le budget actuel. Le budget, on a donc le revenu de monsieur, 80 000, le revenu de madame, 20 000, les impôts qui en découlent, 12 000, le prêt de la résidence principale, 12 000, le prêt de l'investissement locatif, 9 600, le plan d'épargne retraite, 600 euros, ce qui fait un total de 60 400 euros net. Le jour où il n'est plus là, évidemment, tout ça tombe à l'eau, sauf le revenu de madame. Les prêts sont assurés. On aurait pu laisser le PER. Bon, j'ai enlevé le PER. Donc 20 000 euros, la différence entre 20 000 et 40 000 et 60 400, donc 40 400. J'ai couvert 7 années de garantie de rémunération, ce qui fait donc 282 800 euros. Je rajoute les droits de succession, 50 000 euros, ce qui fait 332 800 euros à couvrir. Il a une rémunération de 80 000. Je vais prendre comme base de garantie de plafond sécu, ce qui fait 82 000 de brouette. Et comme niveau de souscription, on va prendre 400% de cette base de garantie. 4 fois 1000, 32. Je suis donc dans les clous des 332 000 euros nécessaires à, je dirais, à la survie logique et normale de la famille. À ça, évidemment, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des enfants qui étaient assez jeunes. On pourra prévoir une rente éducation de 5, 10, 15% de plafond sécu en fonction de l'âge.
ce qui permettra de donner 15% de 80 000 aux enfants au-delà de 18 ans, ce qui fait 12 000 euros par an, ce qui permettra de continuer leurs études un peu plus sereinement que s'il n'y avait pas cette garantie. Deuxième méthode pour quantifier, notamment pour la partie incapacité, on va prendre la même base, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est perdu, évidemment. On va ajouter peut-être également les charges sociales parce que dans certains cas, pas forcément dans tous les cas, mais ça peut être compliqué avec moins de rentrées, chiffre d'affaires et autres, de continuer à payer un revenu, des charges et ainsi de suite. On va enlever évidemment également les préassurés. Je ne parle pas ici de droit de succession puisque faut pas oublier qu'on est encore en vie. Donc le deuxième exemple, c'est l'exemple de Monsieur Landre. Monsieur Landre est dirigeant profession libérale, 45 ans, marié, 2 enfants, 15 ans et 10 ans. J'ai pris les mêmes rémunérations, monsieur, madame, 80 000 et 20 000 euros. Cette fois-ci, il est en libéral, il a un loyer professionnel et des charges fixes de par sa profession aux alentours de 25 000 euros. Les prêts, les mêmes que tout à l'heure, 1 000 euros pour la résidence principale, 800 euros pour l'investissement locatif et notre plan d'épargne retraite à 500 euros. Même chose, budget avant-après. Là, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est les impôts. Du fait que je vais maintenir le revenu, eh bien, je vais payer aussi des impôts, parce qu'il ne faut pas oublier que les prestations incapacité en Madelin sont imposables. Donc, je paierai des impôts dessus. Et la petite différence ici, également, c'est sur le prêt d'investissement locatif, car on a pris l'assurance décès, mais on n'a pas pris l'assurance incapacité, parce que partant du principe que le locataire, il serait toujours là pour payer le loyer. Donc, 9 600 euros qui seraient également à couvrir. La différence entre les deux, entre le budget avant et après, c'est 62 000 euros. 62 000 euros, c'est-à-dire 5 100 à peu près par mois, 170 euros par jour. On pourrait prévoir une diminution de cette prestation des 170 euros par jour après 90 jours si son régime obligatoire de profession libérale prévoit une indemnisation. Un médecin, ça peut aller jusqu'à 90 euros, par exemple. Donc, on pourrait prévoir de couvrir 170 euros dans un premier temps et ensuite prévoir 170 euros moins 90, qui ferait 80 euros, qui minimiserait également la cotisation. Mais on peut prévoir aussi d'avoir une cotisation pour payer les charges sociales, les 32 000 euros de charges sociales liées aux 40 000, et ces frais fixes de 25 000 qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne va pas les couvrir indéfiniment et pas pendant 3 ans, puisqu'on va quand même partir du principe que si on n'a pas repris le travail au bout d'1 an, on va quand même se poser la question si l'activité va continuer, et auquel cas, si elle continue, on va peut-être déjà, il n'y aura plus de charge sociale l'année suivante, puisqu'il n'y a pas eu de rémunération, et en même temps, est-ce qu'on va garder toutes ces charges fixes? C'est pas évident. Donc, prévoir sur 12 mois des frais généraux sur la base de 57 000 euros. Eh bien, j'en ai fini avec la partie prévoyance du dirigeant. Merci de votre attention. Pour finir, je vous remets, comme à chaque fois, excusez-moi, la petite équipe d'Agora Conseil Boulogne et Lille et notre superbe bâtiment. Et je vous dis merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, je vais mettre le... Y a-t-il des questions, cher Thomas? Il n'y en a pas. C'était très clair. Bon, écoutez, ça c'est une bonne chose. On a respecté le timing à quelques minutes près. C'est pas toujours évident d'être dans la demi-heure. Il y a tellement de choses à dire. Marc Rigal, motocross, kitesurf, oui, effectivement, il faut faire très attention dans ce genre de sport. Ils sont motocross. Alors là, très très souvent,
exclu. Le kite, ça arrive aussi. Il faut bien vérifier les conditions générales, surtout. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ah, est-ce possible d'avoir la présentation? Oui, bien sûr. Alors c'est Saskia qui va s'occuper de ça, mais la présentation sera disponible en PDF et elle sera envoyée à tous ceux qui souhaitent. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et avec plaisir d'ailleurs. Écoutez, à très bientôt et la semaine prochaine, ça sera le volet sur la rémunération, l'optimisation de la rémunération des dirigeants. Voilà, à très bientôt.